currently unmuted. Bonsoir, donc les gens commencent à se... On vous laisse vous connecter, on va laisser les gens arriver. Bonsoir. On vous a fermé vos micros, c'est fait sciemment juste pour éviter qu'il y ait trop de bruit de fond. Donc, on va laisser encore un petit peu de temps aux gens d'arriver. Puis, bonsoir tout le monde. Et on va laisser peut-être, je demanderai peut-être à mon collègue qui est à la technique, peut-être de donner quelques explications pour ceux qui seraient moins familiers avec l'outil Zoom. Mais moi, je vais continuer à admettre les gens au fur et à mesure. Bonsoir tout le monde. Donc, mon nom est Mathieu Desbordes et donc j'étais avec ma collègue Sonia. C'est donc moi qui vais m'occuper de la technique, entre autres, ce soir. En premier, je vous inviterai à vous installer confortablement, hein, à être donc en mode écoute pour l'événement de ce soir, écouter les autres. Et puis donc, maintenir autant que possible votre micro fermé, comme on vous l'a dit, mais d'ouvrir la caméra, ça crée une dynamique d'échange. On sent que vous êtes là, vous êtes présent. Et ça nous permet de mettre un visage sur des paroles. Vous voyez ici que j'ai fait en fait donc des tests cet après-midi pour vous présenter un petit peu les outils vraiment de base dans Zoom. Donc, vous avez tout en bas à gauche de la barre d'outils, finalement, les boutons qui vous permettent d'activer et désactiver votre micro et votre caméra. Toujours aussi, dans la même barre d'outils en bas, vous avez le bouton participant qui vous permet de voir la liste de participants, le bouton clavardage. On prendra les questions dans le clavardage pour l'événement. Par contre, c'est moi qui vais m'occuper de les faire transiter. Donc, si vous êtes moins à l'aise à intervenir verbalement, vous pouvez intervenir de cette façon-là également. Vous avez un outil très important aussi dans les réactions, donc le 3 réactions, qui est l'outil lever la main. On vous demande d'utiliser cet outil-là pour la période de questions pour demander la parole. Et également, vous avez donc en 4, en haut à droite, la possibilité de poser une question, donc plutôt d'interagir avec quelqu'un directement, donc de faire un clic droit et de lui écrire un message direct. Voilà pour les outils de base. Sonia, je te repasse la parole. Oui, on continue à laisser entrer les gens au fur et à mesure. Mathieu, je vais te le laisser faire. Oui. Donc, si ça vous convient, si tout le monde est à l'aise, alors je vais vous souhaiter la bienvenue officiellement. Donc, comme Mathieu l'a dit, moi, mon nom est Sonia Dumont. Je vais être une des co-animatrices avec Mathieu de cette séance d'information. Donc, voici le plan de match pour la soirée. Donc, rapidement, je vais céder la parole à Monsieur le maire, Monsieur Rabouin. Puis je vous présenterai également quelques intervenants qui sont présents. Là, je ne sais pas s'ils sont à travers la foule, mais ils auront l'occasion de s'exprimer ce soir et de répondre possiblement à vos questions. Donc, ce soir, on a Madame Gisèle Bourdage, qui est la chef de division de l'urbanisme, du patrimoine et des services aux entreprises, qui est également accompagnée de Monsieur Olivier Jonca-Hébert, qui est le chef de division par intérim de l'aménagement écologique du paysage. Donc, pour ceux qui auraient déjà visionné la vidéo sur le site de l'arrondissement, c'était M. Jonca-Hébert qui en faisait la présentation. Alors, rapidement, je vais peut-être céder la parole à M. le maire Luc Rabouin pour le mot d'ouverture. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information publique là, sur notre projet de réforme, essentiellement des cafés, restos, bars et microbrasseries sur le plateau. Donc, c'est une réforme très importante. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt parce qu'il y a plusieurs personnes présentes ce soir. C'est une réforme pour nous qui est très importante parce qu'on veut mettre à jour notre règlement d'urbanisme qui était franchement un peu obsolète, donc qui ne reflétait pas la réalité actuelle
de ce type de commerce là, dont on parle sur le plateau. Donc, on veut avoir un règlement qui est en phase avec la réalité des cafés, restos, bars et microbrasseries d'aujourd'hui sur le plateau Mont-Royal. Donc, c'est une réforme qui est travaillée depuis plus d'une année. Donc, ce n'est pas un projet récent. Là. Donc, ça fait un bon bout de temps que nos équipes travaillent là-dessus. Il y a beaucoup d'éléments, c'est assez complexe. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un processus là, de consultation dans le contexte de la pandémie. Donc, c'est beaucoup en virtuel, mais on a, je pense, un peu innové. Là. En tout cas, on essaye avec une présentation vidéo qui était disponible. Donc, plutôt que faire la présentation live en détail, puis que vous ayez à poser à mesure vos questions, c'est-à-dire sur place, à poser vos questions tout de suite après la présentation. On a rendu disponible une présentation vidéo à l'avance. On a mis un document questions-réponses à jour en mesure qu'on recevait des questions pour vraiment aider les citoyens et citoyennes à se préparer. On a mis de la documentation en ligne. Aujourd'hui, on organise la séance d'information, puis on laisse 7 jours pour fournir des commentaires écrits. Donc, au total, on va avoir une période de consultation de 21 jours et habituellement, c'est 15. Donc, on sait que c'est important, que c'est complexe. On voulait vous laisser le temps au maximum. Suite à la période de consultation, évidemment, avec nos équipes, on va lire l'ensemble des commentaires. On va travailler une version améliorée, on l'espère, du règlement. C'est pour ça qu'on fait une consultation. C'est vraiment pour avoir vos commentaires, vos préoccupations, pour être capable d'améliorer la proposition pour une version 2 qui sera adoptée en conseil d'arrondissement. Juste pour placer clairement notre objectif, on veut nous assurer qu'on a des rues commerciales vivantes et vibrantes dans le plateau Mont-Royal et on veut que notre règlement soit en soutien à cela, mais on veut aussi nous assurer d'offrir une qualité de vie exceptionnelle pour les citoyens et citoyennes qui habitent dans le territoire. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'arriver à conjuguer ces deux enjeux-là et d'ailleurs d'avoir des rues commerciales en bonne santé économique, c'est aussi un élément qui fait partie de notre qualité de vie exceptionnelle sur le plateau. Donc, ce n'est pas des enjeux qui sont... ces enjeux sont interreliés et on veut juste s'assurer qu'on a un bon équilibre entre ces éléments-là. Donc, comme je le disais, je veux vraiment remercier les équipes qui ont travaillé, l'équipe de développement du territoire. On a une proposition qui nous apparaît très intéressante et on pense qu'avec vos commentaires, votre intelligence, votre connaissance du plateau, on va être capable de l'améliorer pour avoir une version 2 qu'on pourra adopter en conseil d'arrondissement probablement au mois de mars. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de participer et on est vraiment là pour vous écouter et on va lire vos commentaires. Je vais personnellement lire tous les commentaires. Donc, je m'engage à faire ça puis on veut vraiment se servir de ça pour avoir le meilleur règlement possible. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Rabouin, pour cette introduction. Je vais céder la parole à Mathieu qui va vous expliquer les objectifs et qui va repasser aussi le processus d'adoption du règlement. Donc, à toi la parole, Mathieu. Merci, Sonia. Donc, simplement aussi vous aviser, c'est un petit oubli là, depuis le début de la rencontre, mais qu'on enregistre ce soir. Ce sera rediffusé par l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Donc, la réunion est enregistrée. On enregistre également le clavardage, qui par contre ne sera pas publié, donc simplement à des fins internes. Donc, merci. Je vais reprendre effectivement le processus d'adoption du règlement. On est en ce moment à l'étape 3, qui est la soirée d'information. Il y a eu quelques étapes au préalable pour débuter ce processus d'adoption, donc qui sont en fait les étapes classiques pour un règlement d'urbanisme. Donc, tout d'abord, un avis de motion, un premier projet qui a été déposé en conseil d'arrondissement le 15 janvier dernier. Ensuite, il y a eu l'ouverture d'une période de consultation publique écrite en raison de la pandémie. C'est les modalités là, qui étaient prévues donc, au départ par le gouvernement. Vous avez le lien ici, on pourra peut-être le remettre dans le clavardage, donc pour avoir accès à la consultation écrite, qui sont donc les questions là, dont on parlait plus tôt. La consultation dure jusqu'au 11 février, donc la semaine prochaine. Donc, vous avez encore une semaine pour déposer des questions.
Suite à la soirée d'information de ce soir et à la consultation écrite, il y aura donc la bonification du projet de règlement à la lumière des commentaires recueillis. Il sera adopté ensuite en seconde lecture au Conseil de mars. Et puis, il y a l'étape obligatoire de ensuite soumettre un avis public, donc publier un avis public pour décrire ce projet-là, qui est finalement l'élément final, hein, et comment se passe ensuite le mécanisme d'approbation référendaire. Donc ça, c'est au mois de mars aussi. On adopterait le règlement final en avril, et puis il rentrerait en vigueur environ un mois et demi après donc son adoption finale. Voilà, pour ce qui est des objectifs de la soirée, il y a 2 objectifs essentiels pour nous ce soir. Un premier qui est de vous informer sur le règlement 2020-13, ses particularités et ses conséquences. Et puis, le deuxième qui est d'entendre les questions et commentaires sur l'information partagée ce soir uniquement. J'aimerais donc aussi attirer votre attention là, sur le fait que si vous avez des questions précises sur une propriété, par exemple, si vous avez un projet en lien avec le projet de règlement, si vraiment les questions concernent votre demande de permis, ce n'est pas vraiment le forum ce soir. On va vous mettre aussi dans le clavardage les coordonnées du bureau, en fait, du comptoir des permis de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, qui est le bon interlocuteur pour vous si vous avez des questions sur un projet en particulier. Donc, ça va être mis dans le clavardage très bientôt. Sonia, je pense que c'est à toi pour la charte de participation. Absolument. J'étais en train de vous mettre toutes les coordonnées dans le clavardage. Donc, à titre d'animateur, alors nous, on vous propose une charte de participation pour le bon déroulé de la soirée. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'avoir une écoute, de s'écouter les uns les autres, de participer aux échanges dans un esprit qui est celui de la tolérance, de l'ouverture aussi aux idées des autres. Puis comme Mathieu le mentionnait tout à l'heure, peut-être mettre en parenthèse son intérêt individuel au profit de l'intérêt collectif. Et si vous avez des questions en lien avec votre propre propriété, j'ai mis les coordonnées dans le chat pour l'accès au comptoir des permis. Ensuite, on vous demande aussi de participer à l'élaboration de propositions qu'elles soient durables et adaptées aux besoins de l'ensemble de la communauté. Alors ça, c'est l'engagement qu'on vous demande. Notre engagement à nous, à Mathieu et à moi, c'est de faciliter la participation de chacune et chacun, et tout cela dans un esprit de neutralité et d'écoute. Nous, on s'engage à agir de manière équitable, respectueuse avec les participants, de permettre une diversité de points de vue et de s'assurer d'une démarche qui soit transparente, objective et évolutive, et de rendre compte des activités de consultation. Comme monsieur le maire vous l'indiquait en mot d'ouverture, l'engagement de l'arrondissement consiste à vous écouter aujourd'hui, à vous entendre, à initier et encadrer la démarche de consultation, alimenter la réflexion, donc de s'assurer que vous avez accès à des informations techniques, notamment. Et pour ça, d'ailleurs, on vous a mis le lien aussi vers le site de l'arrondissement, vers la consultation écrite, où il y a énormément de documentation de disponible, une foire aux questions et autres documents nécessaires à la compréhension. L'engagement de l'arrondissement est également celui de recevoir le résultat de la séance d'information de ce soir. Donc, en principe, si on adhère tous à ça, on devrait être ensemble jusqu'à 20h30 ce soir avec l'intention d'entendre les questions et d'y répondre. Alors, si ça vous convient, je céderai la parole à Olivier pour l'explication du projet de règlement. Je me suis permise de l'appeler par son prénom. Bonsoir à tous. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour de présenter le projet de règlement 2020-13. Donc, c'est un projet de règlement qui concerne le secteur de la restauration et des bars. Comme disait M. le maire à l'introduction, on travaille à l'arrondissement depuis pratiquement 2 ans sur ce projet de règlement-là. C'est un gros travail qui a été fait là, puisque c'est des éléments qui sont assez techniques.
Pour ceux qui ont vu ma présentation complète qui a été déposée sur le lien de la consultation écrite, vous avez pu constater qu'il y a différents aspects qui sont tous importants les uns que les autres. Ce soir, on va s'attarder sur l'essentiel. Donc, ça va être une présentation qui va être abrégée. Je vais tout faire pour justement éliminer tout ce qui est plus technique et me concentrer sur l'essentiel. Donc, le but principal de la réforme réglementaire qu'on vous présente ce soir, c'est vraiment d'avoir des règles plus souples. Donc, vraiment, des règles qui sont mieux définies, qui sont plus claires pour tout le monde et vraiment que ces règles-là soient adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Quand on parle de la réalité d'aujourd'hui, on parle de la situation qui avait cours avant la pandémie. Donc, la situation que certains commerçants du secteur de la restauration et des bars pouvaient avoir certaines difficultés, mais comme vous le savez, ce secteur-là a été parmi les plus touchés avec la pandémie. Donc, on peut se considérer au niveau du règlement d'être chanceux au plateau, puisqu'on a vu qu'on avait déjà commencé la démarche, on est capable d'être réactif et de pouvoir réagir rapidement avec un projet de règlement qui était déjà bien avancé. Donc, on peut dire que le timing, comme on dit, était très bon. Donc, tout ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est vraiment basé sur un relevé de terrain qu'un étudiant a fait à l'été 2019. Il a fait le tour de l'ensemble des places d'affaires de l'arrondissement. Donc, c'est un grand travail. Il est allé dans chacun des commerces de restauration et il a regardé comment ça se passe, comment ça fonctionne, quels sont les usages qui sont vraiment utilisés par nos commerçants. Et il a pris des photos, il a pris des notes. Il a également fait des recherches sur Internet, sur les différents commerces. Puis, on a pu savoir, dans le fond, qu'est-ce qui se passe en date de l'été 2019 dans le plateau Mont-Royal pour ces commerces-là. Donc, c'est vraiment une connaissance fine qui a vraiment alimenté la conception du règlement d'aujourd'hui. Et l'été dernier, donc à l'été 2020, donc en période de pandémie, ça a été ajusté pour tenir compte de la nouvelle réalité qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc, si on s'attarde aux éléments clés, un élément qui est vraiment important pour nous, c'est la réforme de l'usage épicerie. Pour les commerçants qui sont avec nous ce soir, vous avez sûrement déjà entendu parler du fameux 3 tables, 12 chaises. Donc, dans une épicerie, on avait le droit d'avoir 3 tables ou 12 places assises. C'était un grand enjeu pour les commerçants, puisque souvent, ils dépassaient le nombre de places par rapport à la demande citoyenne, à la demande de consommateurs qu'ils avaient. Donc, on a fait un ménage dans cet usage-là. On l'a éliminé, en fait, et on a créé un nouvel usage, donc l'usage café. Donc, l'usage café n'existait pas dans l'argumentation. Donc, on l'a créé. Et un café, c'est quoi? C'est un établissement comme on connaît, là, qui vend des boissons chaudes, des viennoiseries, etc. Et ce qui vient de distinguer d'un restaurant ou d'un commerce d'alimentation, c'est le fait qu'il n'y a pas de service aux tables. Donc, on va chercher au comptoir. Et il n'y a pas d'équipement de cuisson, donc d'équipement de cuisson commercial, donc une friteuse, une hotte. Donc, c'est vraiment ce qui vient de le distinguer. Et la grande amélioration pour les gens qui exploitent des cafés, c'est que maintenant, il n'y aura plus de limite de place assise. On sait, comme par exemple avec les travailleurs autonomes ou les étudiants, il y a beaucoup de gens dans les cafés qui prennent des places et qui restent là aussi longtemps. Donc, en ayant plus de limite de place assise, ça va vraiment aider ce secteur de commerçants en particulier. Il y a maintenant aussi un nouvel usage qu'on crée, qui est l'usage commerce d'alimentation. Donc, c'est un usage qui regroupe, comme par exemple, une poissonnerie, une charcuterie, une boulangerie, une pâtisserie. Donc, tout ce qui est lié au commerce d'alimentation. Et ça inclut aussi une vraie épicerie, comme un métro, un Provigo, etc. Dans ces commerces-là, on se rappelle que c'était avant l'usage épicerie qui autorisait maximum 12 places assises. Maintenant, ça va être plus permissif et plus clair. Ça va être 10 % du local. Donc, par exemple, si on a une charcuterie avec une superficie X, il y a 10 % du local qui pourra être attitré pour les tables et les chaises. Un autre élément qu'on a mis en place, c'est une grande réforme du contingentement. Le contingentement, c'est quoi? C'est une distance qu'on a à respecter entre 2 établissements. Ça sert à quoi, un contingentement? Ça sert à répartir les usages sur le territoire pour vraiment qu'il n'y ait pas de compétition entre les établissements et qu'au niveau des nuisances, on vient les séparer les uns des autres. Avant, on avait une distance à respecter qui était de 25 mètres pour les restaurants et de 50 mètres pour les bars. Donc, on va avoir 25 mètres entre 2 restaurants, 50 mètres entre 2 bars. Maintenant, c'est une réforme totale, on implante des quotas. Les quotas, c'est quoi? C'est un nombre d'établissements par portion d'artère. Comme par exemple, si on prend une portion de Mont-Royal, entre telle rue et telle rue, on va pouvoir avoir tant de bars ou tant de restaurants.
Comment on est venu fixer ces quotas-là? C'est par rapport à la réalité. Donc, par rapport à l'évolution de la situation, on appelle ça le mix commercial, donc la proportion d'établissements de restauration versus les autres. On a regardé aussi la situation des locaux vacants. Donc, on sait que la situation est différente d'une artère à l'autre. Donc, selon l'évolution du nombre de locaux vacants, on a pris position. Et aussi selon la particularité de l'artère. Chacune de nos artères du plateau ont chacune leur personnalité. Puis, on en a une compte pour fixer les quotas qui sont disponibles, là, je vous le rappelle, sur le site là, de la consultation écrite. Également, lié avec les quotas, il y a une notion d'intervalle qu'on est venu introduire. Un intervalle, c'est quoi? C'est une sorte de mécanisme de protection pour s'assurer qu'on ait absolument 5 terrains entre 2 bars. Pourquoi on met ça en place? C'est pour éviter qu'on... Pardon, le son, on n'entend pas bien. On n'entend pas. Oui, en fait, je pense qu'il y a un petit problème avec la connexion de M. Jonca-Hébert. Fait que je vais, si vous nous donnez un petit instant pour tenter de régler la situation, je vais communiquer avec lui. C'est bon, Mathieu, c'est revenu. Oui, c'est revenu. OK. Bon, alors on poursuit. Alors, un autre élément, c'est la réforme de la situation sur la rue Rachel. On peut revenir, Mathieu? Alors, la rue Rachel, son désir faire, c'est de... prendre de l'eau. C'est de venir se coller sur la réalité de la rue Rachel-Est entre Saint-Denis et Parc-la-Fontaine. Donc, cette portion de la rue Rachel a une plus forte intensité commerciale que le reste des tronçons. On le constate là, à proximité de notre fameux parc La Fontaine, on a des établissements de plus forte intensité. Plus forte intensité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, plus de restaurants, plus de bars au niveau des superficies. Donc, ce qu'on désire faire, c'est de venir reconnaître la situation particulière de Rachel et de venir y coller une intensité commerciale qui est la même, par exemple, que Mont-Royal ou Saint-Denis par rapport à sa situation propre. Et finalement, dernier point, c'est qu'on essaie d'arrimer les usages restaurants avec les usages bars au niveau de la superficie pour permettre les concepts de resto-bar. Donc, c'est des concepts qui sont de plus en plus populaires, donc de venir mixer un restaurant et un bar dans le même établissement. Donc, pour ça, on vient arrimer les superficies qui sont autorisées de restaurants et de bars. Un autre élément qu'on est bien fier, c'est la reconnaissance d'un brasseur artisanal. Donc, brasseur artisanal, c'est quoi? Ça regroupe à la fois les microbrasseries qui concernent les commerçants qui vendent de la bière et les microdistilleries qui concernent l'alcool fort. Donc, comme vous le savez, les microbrasseries, les microdistilleries sont en plein essor au Québec et on peut dire partout dans le monde. Et il y avait un ménage, un dépoussiérage qui est à faire dans notre réglementation pour reconnaître ces établissements-là qui sont particuliers. Particulier pourquoi? Parce qu'ils sont un peu un mix entre un usage qui est plus commercial et plus industriel. Donc, ce qu'on désire faire, c'est d'autoriser ces établissements-là sur, par exemple, Prince-Arthur, dans les secteurs à plus forte intensité commerciale, donc dans nos rues commerciales d'importance, donc nos plus grandes artères, et dans certaines zones industrielles. Donc, il serait permis à la fois, comme je le disais, en secteur commercial et en secteur industriel. On permettrait également aux microbrasseries, microdistilleries d'avoir un usage complémentaire de restaurant. Ce que ça veut dire, c'est que tant qu'on exploite une microbrasserie ou une microdistillerie, on peut aussi exploiter un restaurant. Donc, on peut utiliser les autorisations qu'amène l'usage restaurant. Pourquoi on fait ça? C'est une forme d'incitatif au niveau développement économique pour attirer ces joueurs-là dans l'arrondissement et de les distinguer des autres types d'usages. On implante aussi un quota, donc un quota qui est un nombre d'établissements, je vous le rappelle, par certains cas portions d'artère. Et pour les microbrasseries, c'est à la grandeur de l'arrondissement. Donc, on permettrait qu'il y ait 15 brasseurs artisanaux dans tout le plateau Mont-Royal. Pour vous donner un indice, en ce moment, il y en a 6. Donc, ça permet, grosso modo, un petit peu plus que le double de la situation actuelle. Les brasseurs artisanaux seraient soumis à une règle qui devrait avoir 5 terrains entre 2 brasseurs artisanaux pour, encore une fois, les séparer les uns des autres. Et également, on devrait avoir un terrain entre un brasseur artisanal et un bar. Le prochain élément, c'est l'élément clé des brasseurs artisanaux, c'est au niveau des superficies.
Donc, comme vous voyez sur l'image là, en bas à droite, vous voyez qu'il y a beaucoup d'équipements dans une microbrasserie. Donc, on a des équipements de brassage, il y a beaucoup d'entreposage aussi, par exemple en baril pour le vieillissement de la bière. Donc, ça prend de l'espace. Donc, c'est pour ça que les brasseurs artisanaux auraient le droit à une superficie de 600 mètres carrés. Mais on viendrait aussi distinguer, à même ceux-ci, deux autres aires qui sont importantes pour les microbrasseries. Donc, l'aire de consommation, l'aire de production. Ceux-ci devraient avoir respectivement un minimum de 25 mètres carrés et un maximum de 200 mètres carrés. Donc, il y a un jeu qui est possible pour l'aire de consommation, l'aire de production. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut absolument qu'il y ait une aire de consommation pour que les gens consomment à l'intérieur de l'établissement, donc consomment de la boisson ou de la nourriture. Parce que s'il n'y a pas ça, ça devient une simple usine, en fait, une usine à bière. Même chose pour l'aire de production. On veut que dans les brasseurs artisanaux, ils produisent, qu'il y ait des équipements de brassage, à même ceux-ci. Sinon, ça devient un simple bar et non un brasseur artisanal. Et finalement, on va demander pour les équipements mécaniques qu'il y ait des études acoustiques, comme on le fait pour l'ensemble des établissements dans l'arrondissement. Dès qu'on a des équipements mécaniques, on demande des études acoustiques pour s'assurer qu'on respecte notre règlement sur le bruit et avoir une cohabitation saine entre les usages. Et le dernier élément clé de notre règlement, ce sont les cafés-terrasses. Donc, les cafés-terrasses qui sont à la fois sur le domaine privé et le domaine public. Peut-être Mathieu, on ne voit plus. Ouais, c'est bon. Okay. Donc, les cafés-terrasses peuvent être parfois sur les terrains des propriétaires, donc les terrains privés, dans des différents commerçants. Et dans certains cas, sur la photo, comme sur la photo qu'on voit en ce moment, qui sont sur le terrain public, donc sur le terrain de la ville. Donc, la plupart du temps, c'est sur l'asphalte de la voie publique ou sur le trottoir. C'est important de comprendre qu'aujourd'hui, le règlement qu'on vous présente concerne le domaine privé. Donc, concerne les propriétaires, dans le fond, les terrains qui appartiennent aux différents propriétaires fonciers de l'arrondissement. En réunion, Félix. Donc, au niveau de quel usage permettrait un café-terrasse, ce serait les usages restaurants, bars, café et brasseurs artisanales. Donc, ces 4 usages-là auraient le droit d'avoir un café-terrasse, que ce soit sur le domaine privé ou le domaine public. Également, une grosse réforme, c'est le fait que maintenant, on fait une règle assez simple. Dès que l'usage est autorisé, donc un des 4 usages que je viens de vous nommer, on a le droit d'avoir un café-terrasse. Auparavant, ça fonctionnait par tronçon d'artère, par portion. C'était assez complexe de savoir si on avait le droit d'en avoir un ou pas. Maintenant, c'est clair. Si les usages sont autorisés, on a le droit d'en avoir un. Et bien évidemment, les usages que je vais vous nommer sont autorisés sur les artères clés, donc les artères commerciales de l'arrondissement et pas en secteur résidentiel. Finalement, au niveau de la superficie, ce qu'on désire faire, c'est que la superficie du café-terrasse soit au maximum la même que l'établissement. Donc, si par exemple, l'établissement fait 300 mètres carrés, le café-terrasse peut faire 300 mètres carrés. Là, il faut faire attention parce que le 300 mètres carrés, il faut additionner le domaine privé et le domaine public. Donc, c'est les deux ensemble. De plus, il ne faut pas oublier que dans le plateau Mont-Royal, il y a différentes contraintes sur le domaine public. Par exemple, les supports à mixi, les fausses d'arbres, les CI. Donc, il y a différents éléments qui viennent encadrer, qui viennent restreindre les possibilités d'emplacement de café-terrasse, ce qui veut dire par la bande que les superficies sont beaucoup réduites. Donc, si vous lisez entre les lignes, il n'y aura pas beaucoup de café-terrasse qui vont avoir une grande superficie par rapport aux contraintes physiques du terrain qui sont possibles. Au niveau des cafés-terrasses privés précisément, il y a une nouvelle règle qui va être mise en place. Ce serait que les cafés-terrasses pourraient empiéter chez les voisins de part et d'autre jusqu'à 50% du terrain. Donc, par exemple, si on regarde un bâtiment de face, un commerce, il pourrait aller 50% chez son voisin d'un côté et 50% de l'autre côté. Bien évidemment, on va demander l'autorisation des propriétaires voisins parce qu'on parle bien sûr de leur terrain et des exploitants des rez-de-chaussée voisins parce qu'il y a une partie, la moitié en fait, de leur façade qui sera occupée par les cafés-terrasses. Donc, si tout le monde est d'accord, il y aurait moyen d'agrandir les cafés-terrasses chez les voisins. C'est souvent un cas qu'on voit comme par exemple sur Saint-Denis. Également, on permettrait en cour arrière d'avoir un café-terrasse pour 2 usages uniquement, donc restaurant et café, donc pas pour les bars. Pour s'assurer d'avoir une bonne cohabitation, ce serait 25 mètres carrés maximum. Et on demanderait également qu'il y ait une ruelle. Pourquoi on demanderait qu'il y ait une ruelle? C'est pour toujours dans l'optique d'éloigner le café-terrasse du secteur résidentiel adjacent. Également, on permettrait, comme sur la photo que vous voyez en haut, d'installer des cafés-terrasses sur le domaine privé, sur la portion qui est entre le trottoir et le bâtiment.
Parfois, c'est le domaine privé, parfois, c'est le domaine public, parfois, c'est un mix des deux. Comme le café Shirley que vous voyez, il y a une partie qui est sur le terrain privé et une partie sur le domaine public. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aurait le droit uniquement entre le trottoir et le bâtiment et pas sur l'asphalte pour les rues résidentielles qui sont perpendiculaires aux rues commerciales. Comme on a un exemple ici du Première Moisson qui est sur Laurier-Ouest et on a une photo, dans le fond, d'un emplacement possible. Donc, c'est vraiment la distinction qui est importante. C'est vraiment entre le trottoir et le bâtiment, je me répète, mais c'est important, et pas sur l'asphalte, sur le terrain de la ville. Également, il y a une grosse innovation. On assumerait enfin que Montréal est une ville hivernale, une ville nordique. Donc, les cafés-terrasses seraient permis en toute saison, donc même l'hiver. Et bien sûr, pour avoir un confort des usagers, on autoriserait le chauffage, mais uniquement électrique, dans un souci, bien sûr, de transition écologique. On permettrait également la cuisson d'aliments sur les cafés-terrasses, encore une fois, uniquement en saison hivernale, donc de novembre à avril. Pourquoi juste en saison hivernale? C'est pour éviter que durant l'été, on sait, on est plus à l'extérieur, les fenêtres sont plus ouvertes, donc on ne veut pas, avec la fumée, venir impacter les voisins. Donc, la cuisson serait autorisée uniquement pendant l'hiver. Et finalement, il y a une innovation qui serait permise sur Saint-Denis, ce sont des bulles hivernales. Je vous invite à aller voir sur le site de consultation écrite, vous allez voir des images. Il y en a entre autres à Québec et à Halifax. Donc, c'est des espèces de dômes qui sont chauffés et qui permettent de manger à l'extérieur dans un dôme, ça dit. Et c'est quelque chose qui est très ludique et au niveau touristique, ça permettrait d'amener des gens sur Saint-Denis et de positionner vraiment Montréal comme une ville hivernale. Et finalement, un élément qui est très important, c'est qu'on arrime le plus possible avec les règles du domaine public avec celles du domaine privé. Donc, on parle autant des règles d'activité universelle, des règles de verdissement, de qualité des matériaux et d'éclairage. Donc, ce qu'on désire faire, c'est qu'il y ait les mêmes règles sur le domaine public et privé pour que ce soit simple pour tout le monde, entre autres les exploitants de terrasses. Merci beaucoup, M. Jonca-Hébert, pour la présentation. Alors, on en arrive maintenant à la période des questions. Alors, on va juste se rappeler ensemble les règles qu'on s'est données. Je sais qu'il y en a déjà qui ont commencé à poser des questions sur le chat. Alors, on s'est donné vraiment une règle de celle de s'écouter les uns les autres, hein, de participer toujours aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture, de participer à l'élaboration de propositions durables et adaptées aux besoins de la communauté. Alors, pour ce faire, si vous souhaitez poser une question, je vous inviterai à lever la main, un peu comme Mathieu vous l'a indiqué. Je ne sais pas si vous êtes familier. Donc, il y en a déjà qui ont levé la main. Et ensuite, on va peut-être alterner un peu avec le chat également, mais on privilégie, s'il vous plaît, de lever la main. On vous demanderait aussi d'allumer votre caméra parce qu'on aime bien voir les gens qui posent les questions. Si vous avez envie de vous présenter, ça serait très bien également. On va commencer par vous proposer de poser une question à la fois parce qu'il y en aura plusieurs dans la soirée. Et quand on aura passé un premier tour, vous pourrez revenir à ce moment-là avec une deuxième question. Alors, d'entrée de jeu, il y avait dès le départ Madame Tamara Manzour qui avait la main levée. Je ne sais pas si c'était une erreur ou si c'était voulu, mais si c'est le cas, si vous avez une question, je vous inviterai à la poser. Oui, bonsoir. Oui. Je veux bien poser une question, mais est-ce que ça ne vous dérange pas si je le fais en anglais? Pas du tout. Okay. So if I'm not mistaken, you guys are changing the permits accordingly, for example, for épicerie, which is very broad for like, for example, like I have to speak about mine without putting mine in number one, but I have a restaurant, but I have a épicerie, and I cannot have a restaurant because of, I heard that you guys at 25 meters, now it changed. If I'm not mistaken, that's what, if I understood correctly, now it's going to be judged instead of 25 meters next to each other. It's going to be how many restaurants are around the area. When are we going to be able to see exactly if we're going to be affected by it or not? Je ne sais pas, M. Jonca-Hébert, si vous êtes à l'aise de répondre en anglais ou en français peut-être? Je peux le dire en français, mais pour m'exprimer, c'est mieux en anglais. OK. Est-ce que vous avez bien saisi la question?
Oui, j'ai bien saisi la question. Ça va vous permettre de répondre probablement à d'autres personnes. Donc, il y a un mécanisme qui va être mis en place de lettres personnalisées qui va être envoyé à chacun des commerçants concernés par un changement d'usage. Suite à l'inspection qui a eu lieu, on est allé dans votre commerce et on a regardé dans le fond c'est quoi la réalité et quel usage on devrait vous donner. Donc, s'il y a une modification qui, on va dire, on appelle dans nos termes administrative à faire, on va changer l'usage, on va vous le renvoyer par la poste en vous l'expliquant, le tout sans frais. Si vous exploitez de façon illégale en ce moment votre commerce, dans ce cas-là, on ne peut pas reconnaître de droits acquis, parce que pour avoir un droit acquis, la clause grand-père, que vous avez sûrement déjà entendu parler, il faut déjà avoir été conforme à la réglementation. Si on n'a pas déjà été conforme, on ne peut pas reconnaître de droits acquis. Tout ça pour dire que pour votre commerce, donc je vous le répète, il y a une lettre qui va être envoyée. On va pouvoir vous redonner votre vrai certificat d'occupation qui dit les usages réels qui sont exploités par vous. Et s'il y a une non-conformité, dans ce qu'on va vous aviser, vous allez pouvoir venir au bureau des permis et demander le nouvel usage, comme par exemple restaurant. Et si vous êtes conforme à la réglementation, donc vous répondez aux quotas qu'on expliquait tout à l'heure et aux différentes règles, on va pouvoir vous le donner. Mais dans ce cas-là, il va y avoir un frais, parce que dans le fond, cette modification-là n'est pas administrative, mais relève plus du fait que vous exploitez de façon différente votre commerce que ce qui est autorisé. Donc, ça demeure assez complexe, mais comme vous voyez, vraiment, c'est les deux cas de figure qui sont possibles. Et n'hésitez pas, c'est ça, à vous adresser au bureau des permis pour questions ou également aussi par le biais de la consultation écrite, on va pouvoir vous accompagner. Ça vous va, Mme Mansour? On a répondu? Ben alors là, maintenant, on ne fait rien que attendre. Exactement. Dans le fond, vous allez être mis au courant des prochaines étapes par la poste. OK, merci. Merci à vous. Je vais prendre une deuxième question de main levée, puis après ça, je vais aller dans le chat. Donc, la prochaine personne, moi, j'ai M. Provencher, Yvon Provencher. Donc, vous pourrez ouvrir votre micro et poser votre question. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Yvon Provencher, je suis agent de développement et de communication au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Je cherche à comprendre un peu l'application. J'ai plusieurs questions, mais celle qui me préoccupe le plus, vous comprenez qu'au niveau de l'accessibilité universelle dans le plateau, on a un règlement qui était très performant. On s'assure de conserver la façade des bâtiments libre d'obstacles pour permettre notamment aux personnes avec incapacité de pouvoir circuler librement. Dans le cas, par exemple, d'un commerce qui souhaiterait exploiter à la fois une partie privée et une partie publique, est-ce que le règlement va continuer de prévoir qu'il y aura des zones libres pour que les piétons puissent circuler librement ou est-ce qu'il serait permis, par exemple, de joindre les deux, si vous voulez, les deux aménagements, donc la partie publique et la partie privée? Merci pour votre question. Je ne veux pas encore demander, mais je vais demander encore à M. Jonca de répondre. Il n'y a pas de problème, Mme Dumont, ça risque d'être moi pour une partie de la soirée. Donc, effectivement, c'est prévu qu'il y ait toujours souvent, cette règle-là existe l'hiver, c'est toujours 1,8 m de large. Pourquoi 1,8 m? C'est pour que la chenillette puisse passer à l'hiver. L'été, même principe, le trottoir doit toujours demeurer libre de tout obstacle. Pour l'accessibilité universelle, c'est exigé, ça ne change pas. Dans le fond, les règles qui étaient en place pour le domaine public, parce que je vous le rappelle, les règles pour l'accessibilité universelle. Et entre autres, c'est exigé qu'il y ait toujours le trottoir libre et ça va être maintenu. Bien sûr, c'est très important. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Provencher, si jamais vous avez d'autres questions après, vous pouvez revenir. Ça vous va? Alors, on avait des questions dans le chat. On en avait, dans le fond, 2 qui relevaient des permis d'alcool où on nous demandait est-ce que les écoles de danse, les salles de spectacle, les épiceries pourraient obtenir des permis d'alcool? Au niveau des permis d'alcool, ça relève de la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui sont un organisme provincial. Donc, nous, au niveau municipal, dépendamment des usages, il y en a certains qui vont permettre de se retourner par la suite vers le gouvernement provincial pour avoir le permis d'alcool, d'autres non.
Au niveau, par exemple, des nouveaux usages, on va pouvoir avoir, pour un restaurant ou un bar, on peut avoir un permis d'alcool. Par contre, un café ne peut pas en avoir parce que ce n'est pas un endroit pour vendre de l'alcool. C'est toujours aussi de mitigation des nuisances, qu'on ne peut pas autoriser tous les gens à avoir un permis d'alcool parce que l'alcool implique indirectement, vous comprenez le principe, certaines nuisances. Donc, dépendamment des usages, on peut, dans certains cas, en avoir un ou pas. Encore une fois, là, vu que c'est assez technique et complexe, je vous retourne vers la présentation qui est sur le site de la consultation écrite. Il y a un tableau qui illustre bien, dans le fond, dans quel cas on peut avoir un permis d'alcool et dans quel cas on ne peut pas en avoir. Parfait. Merci beaucoup. Ça, c'était des questions de Mme Guertin et de M. Cardenas. On avait une autre question aussi dans le chat qui demandait est-ce que c'est possible de faire des terrasses conjointes entre voisins sur le domaine public? Bon, ça, c'est une question qui s'adresse justement sur le domaine public. Donc, ce n'est pas l'objet ce soir, mais je vais quand même pouvoir vous répondre là, pour être efficace. Donc, l'été dernier, on a fait différentes modifications sur le domaine public pour s'adapter à la pandémie. Et on a permis ce qu'on appelle les terrasses communes. Les terrasses communes, ça permet de regrouper des établissements ensemble avec un permis particulier, justement, de la Régie des alcools. Et cette terrasse-là peut être localisée à proximité de l'établissement. L'exemple, vous l'avez peut-être vu là, sur, par exemple, où il y a le Pit Caribou, la banquise qui se sont mis ensemble sur une terrasse le long de l'avenue du Parc La Fontaine. Et ça, c'est par exemple un exemple qui peut, de terrasse commune. Donc, c'est dans l'alimentation sur le domaine public. Et ce qui est prévu pour l'instant, c'est de demeurer en fonction. Merci beaucoup. C'était la question sur de Mme Elena Sokoloff. Donc, je vais reprendre une question maintenant de main levée. J'ai M. Paul Lupien qui serait le prochain. Donc, on va laisser respirer M. Jonca. Et M. Lupien, vous pouvez poser votre question. Ayant resté plus de 10 ans sur le plateau, moi, je viens souvent manger sur le plateau parce que je travaille quand même beaucoup pour plusieurs organismes à Montréal et je suis tout le temps à Montréal l'été. Et je viens souvent, quand j'aime le quartier et son animation, le plateau Montréal, pour moi, j'y en ai un attachement. Mais je suis en fauteuil roulant manuel et je sors généralement avec ma femme et un couple d'amis dont un des deux est en fauteuil roulant aussi. Plus souvent qu'autrement, nous avons d'autres amis avec ou sans fauteuil qui nous accompagnent. Si on peut pas réserver sur la majorité des terrasses, et donc dire que si je vais devoir y aller très tôt pour pouvoir réserver des places, puis les conserver, ou bien non, faire comme ça m'est déjà arrivé, être obligé de revirer bredouille, me retourner dans mon petit village à l'extérieur de Montréal, sans avoir pu manger avec mes amis à Montréal sur le plateau. Puis sinon, on voudrait savoir, c'est quoi, vous ne voulez peut-être pas de gens d'ailleurs aussi, c'est peut-être la raison, c'est ce qu'on voudrait savoir. Donc, votre question, M. Lupien? Ma question, c'est ça. Est-ce que les trajets vont être là? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment pouvoir réserver sur ces terrasses-là, mais avoir aussi l'espace sur les terrasses? Souvent, c'est comme là, je disais tantôt, vous allez avoir vous mettez le nombre de places assez limité. S'ils mettent les tables toutes tassées et tout, ben il n'y a pas de place pour les personnes handicapées. Je pense que Monsieur Jonca. Je peux répondre. Dans le fond, il y a différentes règles qui sont prévues dans le règlement pour l'accès universel. Comme par exemple, on a des largeurs d'accès minimales pour rentrer sur le café-terrasse. On a des diamètres de braquage aussi qui sont prévus. On demande aussi qu'il n'y ait pas de plateforme, parce qu'on parle toujours des cafés-terrasses sur le domaine privé. Je donne toujours l'exemple Saint-Denis, ça permet de visualiser. Donc, on veut être au niveau du sol, absolument. Donc, qu'on soit accessible facilement. Puis, la plupart du temps, sur Saint-Denis, on est capable de le faire. Au niveau des tables, aussi, on demande une hauteur de la table, qu'on soit capable de rentrer en dessous en chaise roulante. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on exigeait. Et on veut bonifier aussi. Par rapport à la proposition que vous avez vue en ligne, on désire bonifier celle-ci pour que 50% des tables soient accessibles universellement par rapport à la hauteur de la table. Parce qu'on sait, dans certains cas, on a des banquettes qui sont là pour maximiser l'espace, mais bien évidemment, l'enjeu principal, c'est que ça empêche de rentrer en chaise roulante en dessous de la table. Donc, on veut vraiment avoir la meilleure proposition pour favoriser l'accès universel de l'ensemble de nos cafés-terrasses. Et bien sûr, là-dessus, c'est vraiment nos commerçants, on le redit souvent à nos sociétés de développement commercial,
à nos associations. On a besoin de leur collaboration des serveurs aussi, qui sont un personnel clé pour favoriser l'accès sur les cafés-terrasses, parce qu'on le sait, dans le plateau, on n'a pas beaucoup d'espace et ils ont un grand rôle à jouer pour bouger les tables aux besoins. Et ce qu'on veut faire, c'est justement qu'on n'ait pas nécessairement besoin de les bouger, mais soit déjà toutes prêtes pour pouvoir accueillir une personne à mobilité réduite facilement en dessous. Merci pour la réponse. Merci pour votre question, M. Lupien. J'irai avec la question de M. Dion qui avait la main levée. Donc, je vous inviterai à poser votre question, M. Martin Dion. Juste ouvrir votre micro. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les élus. Ma question, pourquoi ne pas dire aux terrassiers, lorsqu'ils demandent leur permis, que des personnes en fauteuil roulant ne peuvent s'attabler à des tables bistrot, ni non plus à des tables de pique-nique, en longueur, ou encore des tables qui sont fixées par rivet au plancher de la terrasse? Est-ce que je vous laisse répondre, M. Jonca, peut-être faire une réponse globale sur... Oui. En fait, c'est ça, c'est vraiment le but que 50% des tables puissent être accessibles dans le fond, avec un pied central, effectivement, que ce ne soit pas des tables à pique-nique. Donc, 50% des tables soient avec un pied central pour pouvoir favoriser l'accessibilité universelle. Merci beaucoup. Je vais aller dans les questions de... Je pense Je voulais terminer. Oui. Dans le fond, c'est parce que moi, je suis responsable des dossiers terrasses sur le plateau Mont-Royal. Puis à chaque année, il y a des situations qui reviennent à chaque fois que, bien souvent, on ne peut pas accéder aux terrasses, aux cafés-terrasses, domaine public. Puis que ce soit privé ou public, il faut que ça soit accessible. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est bien entendu, c'est bien noté par les gens de l'arrondissement. Merci pour votre question. On va aller dans les 2 questions qui auraient été posées dans le chat. Est-ce que vous avez prévu une clause grand-père pour des restaurants ou cafés qui auraient déjà des terrasses arrière plus grandes que 25 mètres carrés ou qui ne seraient pas adjacents à une ruelle? Par exemple, on nomme le café Centropole. Bon, je vais me répéter un peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, effectivement, clause grand-père, donc c'est synonyme de droits acquis. Droit acquis, c'est un principe qui est dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc c'est un principe qui est à la grandeur du Québec et on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Donc, s'il y a un droit acquis de reconnu, on le reconnaît. Mais pour qu'il soit reconnu, il faut avoir déjà été conforme. Donc, pour les cafés-terrasses qui sont en cour arrière, ça fait un bon bout qu'ils ne sont pas autorisés dans le plateau. Par contre, s'ils sont là depuis vraiment très, très longtemps, ça se peut qu'il y ait un droit acquis sur celle-ci qu'on peut reconnaître. Et effectivement, s'il dépasse la superficie, le droit acquis va être reconnu. C'est un principe de droit, dans le fond, qu'on est tous soumis comme organisation publique. Parfait. Merci. On en a une autre de droit acquis qui a déjà été répondu. Il y a quelqu'un qui nous dit, monsieur, attendez un peu, monsieur, il y en a un qui n'avait pas accès, c'est Tania Raymond, je crois. OK, Tania Raymond, pardon. Ou il y a Franck Roch, excusez-moi, j'essaie d'y aller dans l'ordre avec les priorités. Donc, j'ai Madame Tania Raymond qui pose la question. Sur Bernard, c'est super qu'on puisse ouvrir sur la possibilité de mettre des terrasses sur la rue. Le projet temporaire de l'été dernier a permis d'animer la rue en ces temps difficiles et a permis de garder la tête hors de l'eau et qu'on pérennise cette situation à l'intérieur d'un règlement. Par contre, nous sommes inquiets. Nous sommes quelques restaurants, cafés et un bar qui avaient bénéficié de ces terrasses. Nous sommes inquiets car je sais que cela a été difficile de déplacer ou d'annuler des arrêts du bus 46 et 160 qui sont très peu achalandés. La question. Est-ce qu'on prévoit de faire encore des accommodements à plus long terme comme ceux de l'an dernier pour qu'on puisse participer à cette animation de rue? Donc, elle parle pour le dépanneur Café, Helm et le nouveau Palage. Oui, effectivement, les assouplissements de l'été dernier demeuraient en place. Par rapport à un aspect de votre question qui est la STM, effectivement, c'est un partenaire, la STM, mais c'est très complexe de déplacer un arrêt d'autobus par rapport à différentes normes qui relèvent de ces transports de Montréal.
Donc, effectivement, là, on doit respecter les arrêts d'autobus qui sont en place. Par contre, il y a les autres options qu'on a parlé tout à l'heure là, de terrasse commune, par exemple. Et le fait maintenant qu'on peut empiéter chez le voisin, ça permet des fois de décaler un petit peu et d'utiliser un espace par rapport aux voisins qu'on ne pouvait pas utiliser avant. Et c'est toujours le principe qu'on a parlé beaucoup avec nos assistants de commerçants, c'est le principe de bonne entente. Là. Dans le fond, on partage l'espace du domaine public, c'est à tout le monde et selon les besoins de chacun et les contraintes du domaine public, qui effectivement sont nombreuses dans l'arrondissement, on trouve un juste milieu pour essayer d'accommoder le plus de gens possible. Dans ce moment-là, il faudrait faire des représentations avec la STM, j'imagine? Oui, c'est ça. Vous pouvez, dans le fond, nous en faire part, puis la division des études techniques de l'arrondissement va pouvoir prendre en note et faire le lien eux-mêmes avec la STM. OK. Parce que les 5 restaurants sur Bernard, les 5, on a des arrêts d'autobus, puis c'est à peu près tous les restos qui restent sur la rue Bernard. Là, donc, on va faire cette représentation-là. Merci. Merci, Mme Raymond, pour votre question. Je donnerai la parole à M. Laperrière au nom de M. Franck Roche, je crois, qui n'arrivait pas à lever la main. Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi, oui, je ne trouvais pas l'option, puis désolé pour l'effet flouté. Il semblerait que le nombre de Zoom ait eu raison de ma caméra cette dernière année. Je viens de m'en apercevoir. Je voulais poser une question concernant donc, les permis terrasse sur le domaine. Je sais qu'on parle de privé et public en ce moment. Concernant les assouplissements et ainsi que les demandes, l'année dernière, ça a été d'une facilité déconcertante d'agrandir les terrasses. Et il a fallu juste envoyer quasiment un dessin griffonné à la main, alors qu'avant, il fallait un permis d'architecte. Et je me demandais si les assouplissements allaient demeurer pour 2021, parce qu'on en a vraiment besoin, ainsi qu'au niveau financier, on a payé $50, je pense, pour notre terrasse. C'est peut-être 2 questions en une, je m'en excuse, mais je veux savoir si vous avez ces informations-là. Merci. Je pense que cette question-là s'adresse plus à moi. Oui. Bonjour Franck. Bonjour. Donc, sur la question de la souplesse des aménagements, évidemment, la situation cette année n'est pas meilleure que l'année dernière là, pour les propriétaires de restos et de bars. Donc, c'est sûr qu'on va faire preuve de souplesse. On n'a pas encore annoncé officiellement qu'on allait mettre aussi des tarifs symboliques comme on l'a fait l'an dernier pour que ce soit aussi facile. Donc, on ne l'a pas dit officiellement encore, mais je peux le faire là. On va faire ça. Donc, ça va être les mêmes tarifs que l'année dernière. Donc, c'est un scoop. Bravo. Mais merci beaucoup. Vous avez fait. Merci, Luc. Ça fait ma soirée pour ce soir. Puis, quand on parle de 50%, je vous dérange plus devant les voisins. J'ai vraiment des très bons voisins. Des fois un peu plus compliqués. S'ils refusent, je ne veux pas rentrer en guerre du tout, mais ça prend obligatoirement sur le domaine public l'accord de notre voisin. C'est exact. En fait, c'est qu'il faut voir la distinction justement privé-public. Exact. Privé, 50% chez les voisins. Public, 100% chez les voisins. Et donc, pour le domaine public, on n'a pas besoin d'autorisation des voisins parce que justement, c'est le terrain de la ville, c'est public. Donc, c'est beaucoup plus facile que privé, que là, on est vraiment sur la propriété privée là, de propriétaires voisins. Donc, ça fait une espèce comme d'entonnoir vers le commerce. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Ça a répondu à toutes mes questions. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Tout à l'heure, excusez-moi, j'étais confuse. Je donnerai la parole à M. Franck Roche pour la question. C'est bon? OK, c'est réglé? Super. OK, c'est bon. On essaie juste de suivre le flow. Alors, à ce moment-là, la prochaine personne, c'est Joshua Wolf. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais juste lire ma question. Si ma mémoire est bonne, un des avantages de changement mentionnés dans la documentation, c'était d'aider à contrer les haussements de loyer ou les stabiliser. C'est vrai, oui, je vois que M. Jonca dit oui, mais je fais partie du comité des citoyens de Myland et nous discutions le sujet et nous pensons que ça va faire le contraire parce que on va permettre plus de restaurants. Ça veut dire que plus de propriétaires vont pouvoir dire « Ah, j'ai un commerce qui paye un loyer, disons, je vais inventer $1,000 par mois. » Un restaurant, en fait abstraction de la COVID, un restaurant peut payer des loyers plus élevés. Alors, je vais augmenter le loyer parce que je veux que le commerce soit remplacé par un restaurant. Et maintenant, parce que vous allez alléger les contraintes, le contingentement, sur les rues secondaires commerciales comme Saint-Viateur, etc., ça va encourager l'augmentation, il me semble.
En fait, c'est tout dans la notion de prévisibilité. C'est qu'avant, vu qu'on avait un rayon, on savait précisément quel local avait un droit acquis. Et c'est ce qui faisait augmenter la valeur des prix des baux commerciaux parce que le local pouvait être ciblé d'avance par rapport aux droits acquis. Maintenant, avec le quota, c'est comme un flou parce que vu qu'il y a une certaine zone qui permet un nombre de restaurants X, on ne peut pas savoir d'avance en quel endroit il va se localiser. Et c'est ce flot-là qui fait qu'on répartit la possibilité d'un restaurant qui fait augmenter la valeur des baux commerciaux parmi plusieurs établissements et qui permet qu'on l'espère que ça va avoir un impact à la baisse sur le prix des baux commerciaux. C'est assez technique, j'espère que j'ai été clair. Vous étiez clair, mais pas convaincant. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi vous avez cette hypothèse? Est-ce que ça a marché de cette façon dans notre quartier? C'est bon, par rapport à des discussions qu'on avait, par exemple, avec des courtiers immobiliers ou les commerçants qui venaient nous voir au bureau des permis, c'était le fait que, vu que le local X avait un droit acquis de bar, ça faisait augmenter de beaucoup. Et à chaque fois que le local fermait, mettons que le bar fermait, c'est toujours un autre bar qui arrivait parce que le permis valait cher et vu que c'était contingenté, il n'y avait pas de possibilité d'ajout. Tandis que maintenant, vu qu'on peut bouger, dans le fond, ça permet une meilleure flexibilité des établissements et c'est par rapport à ça qu'on ose croire que ça va avoir un impact à la baisse sur les baux commerciaux parce qu'on le sait, vous le savez, j'en suis sûr, il n'y a pas de contrôle du prix des baux commerciaux versus les prix des baux résidentiels. Et c'est pour ça, dans le fond, que la Ville en est comme pris un peu dans nos pouvoirs, mais indirectement, on espère que cette réglementation-là, qui est unique à Montréal, il y a l'élément des quotas pour le contingentement, que ça va avoir un aspect positif. Je vous remercie, M. Wolf, pour vos questions. Si vous en avez d'autres, vous aurez l'opportunité quand le tour sera terminé. J'inviterai M. Laurent Morissette à poser sa question. Vous aviez la main levée. Oui, bonjour. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer ce soir. En fait, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais votre projet de règlement mentionne que chaque terrasse, du moins, devrait avoir 50% de son mobilier qui est, en guillemets, accessible aux personnes à mobilité réduite. Je ne sais pas si c'est la lecture que j'ai faite de votre présentation. Et puis, moi, pour avoir fréquenté beaucoup le plateau, tout ça, j'ai vécu certains problèmes d'accessibilité universelle à travers les années. Et puis, moi, je me pose une question. Considérant le fait que c'est assez compliqué de faire respecter les règlements, en général, en termes d'accessibilité universelle, comme n'importe quel autre titre, comment allez-vous vous assurer que les terrasses et que les mobiliers en général respectent les dispositions du règlement? Parce que c'est bien connu que vous avez un nombre réduit d'inspecteurs et tout ça, puis qu'il peut y avoir certains flous pour la compréhension des restaurateurs et des tenanciers. Donc, moi, honnêtement, je trouve votre plan bien ambitieux, puis mais honnêtement, je me pose vraiment la question à savoir, en vertu de ce qui m'est arrivé par le passé, puis qu'est-ce qu'on a constaté comme interaction, je me demande vraiment comment vous allez pouvoir vous assurer que toutes les dispositions soient respectées, mais aussi, entre autres, par rapport aux bulles hivernales, tout ça, comment allez-vous assurer que ça aussi soit mis en accessibilité? OK, merci. Donc comment le règlement va être appliqué, puis comment l'accessibilité aux bulles hivernales va être rendue possible. Peut-être, est-ce qu'on vous demande encore, M. Jonca? Je peux répondre. Si M. Lapointe a des éléments de compléter, il pourra le faire aussi. Au niveau de l'application du règlement, il y a les inspecteurs d'occupation du domaine public qui, effectivement, vérifient la conformité des cafés-terrasses. Vous avez raison, il y a beaucoup de réglementations à respecter et c'est difficile pour l'arrondissement d'avoir un contrôle serré sur l'ensemble des règlements qui existent. Mais c'est sûr qu'on fait notre possible pour ça.
Au niveau des bulles hivernales, effectivement, c'est un très bon commentaire. Ce qu'on pourrait faire, c'est de voir avec la SDC Saint-Denis, qui est la principale concernée, puisque les bulles hivernales, je vous le rappelle, concernent uniquement la rue Saint-Denis. On pourrait voir avec eux, dans le fond, quelles possibilités qu'on pourrait faire avec ces bulles-là. D'après les recherches que j'ai faites, il y a différents manufacturiers qui existent, il y a différents modèles. Il y a comme par exemple, vous avez sûrement vu des espèces de serres qui permettent, par exemple, à la maison de cultiver des légumes qui sont réutilisés pour les bulles hivernales. Il y a des principes de dômes qui ressemblent un peu à des igloos. Donc, il y a différents modèles qui existent et effectivement, on pourrait voir dans le fond avec les manufacturiers comment on pourrait avoir certaines exigences pour les rendre accessibles universellement. Et c'est surtout au niveau de la porte d'accès, que ce soit assez grande pour pouvoir y pénétrer. Est-ce que je peux juste réenchérir juste un petit peu là-dessus? Est-ce que si vous allez faire des études par rapport à ça, la bulle hivernale, est-ce que vous comptez inclure les personnes à mobilité réduite dans les essais? Parce que c'est bien beau de consulter les manufacturiers, tout ça, mais si vous n'impliquez pas les personnes à mobilité réduite en aval dans cette prise de décision-là, puis qu'à posteriori, on voit que ça ne fonctionne pas, bien, on aurait un petit peu raté la cible. J'espère que vous allez me dire que oui, vous allez impliquer les personnes à mobilité réduite lorsqu'il sera le temps d'évaluer ça. Je serais peut-être de Mme Bourdal, le gestionnaire, voir un projet de réponse. Oui, mais ce que je voulais rajouter aussi par rapport aux normes, au respect des normes, chaque café-terrasse, qu'il soit sur le domaine public ou privé, il doit obtenir un certificat. Et il se doit de nous présenter un plan, même si c'est un plan qui a été moins détaillé l'année dernière à cause de la pandémie. Ils doivent décrire le mobilier et on doit s'assurer qu'ils respectent les exigences. Donc, si notre exigence est qu'il y a 50% des tables qui soient accessibles pour des personnes à mobilité réduite, donc des tables plus hautes, ils devront, s'il y a une inspection plus tard, on devra s'assurer qu'ils ont respecté le contrat qu'ils ont avec nous. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, oui, il y a des inspections. 3, lorsqu'il y a des plaintes, il y a des inspecteurs ici qui peuvent faire la validation. Et pour les bulles, écoutez, comme M. Jonca Hébert l'a mentionné, il y a un seul endroit actuellement dans l'arrondissement où on propose cette possibilité-là. Si la SDC se voit intéressée, oui, on verra comment on peut impliquer les représentants de vos associations pour nous aider là, à revoir les modalités d'implantation de ce type d'installation-là. Je voudrais compléter la question. Bon, premièrement, merci, M. Morissette, de souligner que notre règlement est ambitieux. À ma connaissance, il n'y a aucun autre endroit à Montréal ou au Québec qui exige 50% des places accessibles. Donc, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir. C'est un échange. Hein? Donc, on fait preuve de souplesse avec les terrasses. On monte de l'ouverture, on fait preuve de souplesse. En échange, on demande aux commerçants de rendre 50% de leurs places accessibles. On pense que c'est une bonne entente. Pour les bulles hivernales, je vous encourage à le mettre en commentaire écrit, mais je pense qu'on peut très bien prévoir dans le règlement qu'il pourrait y avoir des bulles hivernales sur Saint-Denis. C'est un privilège, à condition qu'elles soient accessibles universellement. Donc, encore là, je pense que c'est un bon échange, c'est-à-dire qu'on offre une opportunité intéressante. Puis en échange, on demande que ce soit accessible universellement. Donc, moi, je suis très favorable à cela et merci de l'avoir soulevé. Merci beaucoup pour la précision, M. Rabouin. Je vais aller avec une question dans le chat. Il y a eu quelques commentaires, puis c'est des sujets pour lesquels les réponses ont déjà été données par M. Jonca Hébert, principalement. Donc, on nous demande ici, Mme Amélie, excusez-moi, Acloc demande, est-ce que Saint-Laurent aura les mêmes avantages, entre guillemets, que ceux que vous avez évoqués pour Saint-Denis? Quel avantage, peut-être, si on pouvait avoir cet élément de précision-là de Mme Acloc? À moins que tu comprennes, Olivier, qu'est-ce qu'elle mentionne? Je l'ai dit, que la seule différence entre Saint-Laurent et Saint-Denis, c'est au niveau des bulles hivernales. Sinon, c'est essentiellement la même réglementation.
Merci. Une autre question du chat. Où en êtes-vous avec les discussions avec la RACJ pour aligner la réglementation de notre arrondissement et la notion de permis de microdistillation? Oui, ça c'est un élément important, c'est que maintenant justement ça va être clair, ça va demeurer administratif, mais pour tous les fonctionnaires qui vont délivrer les permis de brasseur artisanal, ils vont savoir quel permis, il y en a deux, c'est brasseur, artisan, brasseur, qui sont des permis de la Régie des alcools. Donc, l'arrimage va se faire facilement. Donc, les fonctionnaires de l'arrondissement vont savoir que quand il y a un brasseur artisanal, c'est lié avec un permis de la Régie des alcools. Donc, oui, il y a un arrimage qui est prévu entre les deux que nos fonctionnaires vont savoir. Merci beaucoup pour la précision. Il y a Mme Linda Gauthier qui a la main levée. Donc, je vous inviterai à poser votre question, Mme Gauthier. Bonsoir tout le monde. Depuis tantôt, surtout quand on vous avait parlé de notion de droit acquis et tout ça, que c'est un principe de droit, en fait. Ça me fait drôle un petit peu d'entendre parler de notion de droit quand moi j'ai vu, en fait, là, dans le règlement, la proposition de règlement, que vous proposez qu'il y ait au moins une table de disponible sur la surface de 50 %. Parce que, M. Rabouin, on s'entend, le 50 % de table accessible sur une terrasse que vous demandez aux terrassiers de maintenir, c'est ouvert à tout le monde. Alors, tu sais, puis comme il n'y a pas de possibilité, je pense que la majorité ne sont pas vraiment enclins, les commerçants, à prendre des réservations, ça fait en sorte que au moins une table que j'ai vue dans la réglementation, je trouve ça un petit peu discriminatoire. Et puis, ça l'est. Et puis, je ne sais pas, vous leur dites bien des choses quand les commerçants demandent un permis, un certificat d'occupation. Je pense qu'ils font leur gros possible. Est-ce que vous les mettez au courant qu'il y a une charte des droits? C'est parce que ça serait bien de leur dire en aval, parce que si on ne leur dit pas, c'est malheureux. À un moment donné, ils peuvent avoir une poursuite s'il y a quelque chose qui n'est pas accessible. Et puis, ça sera dommage parce que ça ne sera pas vraiment de leur faute. Ils n'auront pas été au courant dès le début avant de demander le certificat. Fait que ça, je trouve que le rationner à une table, au moins une table, je trouve que vous n'aimeriez pas ça, les personnes ambulantes, avoir un ratio. C'est dire, OK, on garde au moins, je ne sais pas, 10 % de la terrasse pour les personnes qui sont ambulantes parce qu'ils prennent moins de place, une terrasse, donc ils vont pouvoir se faufiler à une table. Puis le reste, ça va être pour les personnes handicapées. Je pense qu'il y a une grosse différence que vous faites avec vos citoyens. Moi, j'aime pas ça. Mme Gauthier, vous aviez une question. Votre question, c'était, vous vouliez savoir pourquoi il y a un ratio. OK. Pourquoi il y a un ratio? C'est ça. Je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question, si vous permettez. Donc, la première version du règlement que vous avez vu demandait au moins une table qui soit accessible. On a décidé de pousser un peu plus loin en disant au moins 50 % des tables devraient être accessibles. Puis je comprends que votre demande, c'est de dire au moins 100 % des tables devraient être accessibles. Donc, nous, on ne s'est pas rendu à 100 % dans notre projet parce que, puis là, vous pourrez soumettre des commentaires écrits, puis comme je l'ai dit, là, on est en consultation justement pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de modifier dans le règlement parce qu'on s'est dit que 50 %, c'était déjà probablement la norme la plus élevée en termes d'accessibilité à ma connaissance. Donc, si vous en connaissez d'autres, je comprends votre principe. Là. Et on voulait laisser une certaine marge de manœuvre aux commerçants pour pouvoir utiliser, par exemple, les contours autour de la barrière pour faire une banquette, par exemple, qui ait une certaine souplesse dans leur aménagement, mais qu'au moins 50 % des tables soient accessibles. C'est là où on est rendu aujourd'hui. Puis, comme je vous dis, on est ouvert à recevoir des propositions et on va éventuellement aller dans une deuxième version. Mais on trouvait qu'à 50 %, c'était déjà quand même un pas important qu'on faisait par rapport à une table initiale.
Mais à vous de nous dire si c'est suffisant. Puis on va aussi le discuter avec les commerçants pour voir qu'est-ce qui est acceptable pour eux. Mais évidemment qu'on souhaiterait que toutes les tables, le plus possible, ça soit accessible. Puis on souhaite quand même aussi, pour l'instant, leur laisser une certaine marge là, pour qu'ils puissent avoir des places en bordure, etc. C'est là où on est. Puis on attend vos commentaires. Je vous remercie beaucoup, M. Rabouin. Merci. Merci beaucoup, Mme Gauthier. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Puis comme M. Rabouin vous l'indiquait, je vous invite à déposer votre consultation écrite avec votre opinion sur le sujet. Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai fait l'erreur et je m'en excuse. Monsieur Steven Laperrière, si vous êtes toujours là, ça serait à vous de poser la question. Il y avait une confusion. Donc, si vous êtes là, je vous inviterai à poser votre question, Monsieur Laperrière. Oui, je viens de revenir. Merci beaucoup. Écoutez, j'aimerais savoir, lorsque l'arrondissement émet un permis de terrasse, est-ce que les terrassiers sont avisés des règlements par rapport aux normes et aux règlements concernant l'accessibilité universelle? Et je remarque que malgré certaines discussions, on tombe avec un quota de 50% des places accessibles pour les personnes handicapées. Donc, en quelque sorte, on accepte encore qu'une grande partie de la population soit privée, si on veut, d'espace public. Alors, c'est un peu ça ma question. Donc, par rapport à ce que les terrassiers sont avertis lors de la demande de permis et sur le pourcentage de places accessibles sur les terrasses. Merci beaucoup. Malheureusement, vous n'avez pas entendu la réponse. Elle a été donnée, vous étiez probablement déconnecté. C'était oui. Ah oui, il y a eu un petit manque ici, oui, effectivement. Oui. Donc, oui, ils sont avisés et M. Rabouin, tout à l'heure, a précisé qu'ils auraient bien souhaité que ce soit 100%, mais déjà, c'est un des règlements les plus innovateurs que l'on connaisse. Donc, vous n'avez juste pas entendu la réponse, désolé. Donc, c'était oui. Merci. M. Laperrière, qu'on a créé des guides d'aménagement, autant pour les terrasses au domaine privé et public, qui vont être diffusés à l'ensemble des commerçants pour qu'ils sachent clairement les règles qui sont associées. Et en plus de ça, c'est que l'aménagement de café terrasse demande un permis, donc avec un plan. Et il faut absolument que ce soit conforme pour pouvoir délivrer l'autorisation. Donc, avec ces deux mécanismes-là aussi, ça permet de diffuser au maximum d'informations pour que nos commerçants rendent accès universellement les terrasses. Merci. Donc, merci à vous. Là, il y a quelques commentaires dans le chat. Il y a les questions, elles ont déjà été répondues pour la plupart. Je vais reprendre la main levée de M. Boussaïdan. J'espère que je prononce bien votre nom. Oui, bien sûr. M. Hamza Boussaïdan de la Gamme. Bonsoir tout le monde. Alors, une partie de la question a été répondue tout à l'heure, mais la question reste quand même à poser. Au niveau du zonage, je pense que M. Richard Ryan, qui est présent ce soir, on est témoin que ça a été l'an passé un long processus pour avoir droit aux terrasses publiques, aux terrasses, ce qu'on appelait aussi les rues partagées, parce qu'il y avait une problématique au niveau du zonage à haute densité ou à faible densité, ce qu'on appelle le C2 ou le C4. Et au niveau de la gamme, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un petit peu le même format de permis, qui était un permis un peu événementiel, sans vraiment y inclure un événement, pour pouvoir avoir les rues partagées ou les terrasses. Parce que la majorité des rues commerciales, commerçantes du Myland, qui soient Fairmont, Saint-Viateur ou Bernard, sont zonées C2. Et non C4. Effectivement, ça fait partie du projet de règlement. Donc, maintenant, le café terrasse sera autorisé à la fois dans le C2 que dans le C4. Donc, C2, c'est le faible intensité commerciale. C4, c'est forte intensité. Donc, dans les deux cas, ça serait permis. Pour ce qui est de tout ce qui est du Myland, avec effectivement les rues partagées, mais la différence avec l'année passée, c'est que maintenant, vu que le règlement a été modifié, et puis avant, c'était par tronçons d'artères, c'était complexe, entre autres dans le Myland. Maintenant, vu qu'on autorise partout dans le C2, c'est beaucoup plus clair. Et la rue partagée, c'est complètement un autre volet, puisque maintenant, dans le fond, de plein droit, avec la réglementation, les cafés terrasses vont être autorisés dans le C2, mis à part le concept de rue partagée.
Et ce qu'on entend parce que bon, la réglementation elle a été différente avant le COVID, et là on sait qu'on a eu un peu ce qu'on appelle une modification temporaire. Qu'est-ce qu'on aimerait communiquer à nos membres pour cette année? Est-ce que s'ils n'ont pas accès, par exemple, à une terrasse privée, est-ce qu'ils doivent faire une demande au niveau de l'arrondissement pour une terrasse sur le domaine public? Et bien sûr, merci à M. Rabouin qui a quand même spécifié qu'il nous a donné un peu de l'avance sur les frais, parce que c'était ma prochaine question. Mais est-ce qu'ils doivent quand même faire une demande formelle, comme d'habitude, pour une terrasse? Ou quelle est la réglementation là-dessus? Oui, je peux me lancer. En fait, pour ce qui est des cafés terrasses, effectivement, il y a une demande qui est nécessaire, qui doit être déposée aux études techniques. Par contre, c'est ça, avec l'annonce de M. Rabouin de tout à l'heure, c'est ça, on pourra, dans le fond, clarifier les communications avec les différentes SDC et ASSO pour clarifier avec vous, que ce soit clair, là, quand est-ce que vous déposez, qu'est-ce que vous avez besoin. On va clarifier tout ça, puis on pourra vous revenir là, par les associations et les sociétés de développement commercial pour diffuser comme il faut l'information, puis prendre l'avance aussi, là, parce qu'on le sait, on bouscule toujours là, en mars-avril, puis on le sait là, avec un possible, on l'espère, déconfinement. Donc, on va vous utiliser l'information avec Denis Collerette, notre commissaire de développement économique, là, pour clarifier tout ça et aider dans le flot de demandes de terrasses qui va rentrer à l'arrondissement. Merci beaucoup pour Juste la pour préciser peut-être ou compléter pour être sûr que c'est bien clair. Là. Avant, dans les rues du Myland, ce n'était pas possible d'avoir des terrasses. Donc, la façon l'année dernière de contourner, si on veut ça, pour aider les commerçants, vu que la situation était vraiment difficile, c'était de le faire en rue partagée puis d'aller chercher un permis d'événement. Donc maintenant, si le règlement est adopté, comme on le souhaite, avec des modifications sûrement, mais s'il est adopté, tous les commerçants sur les rues Bernard, Fairmont et Saint-Viateur vont pouvoir avoir le droit d'avoir des terrasses, mais évidemment, il faut qu'ils fassent une demande de permis. Ça n'empêche pas qu'on pourra faire des rues partagées quand même, mais vous n'aurez pas besoin de la rue partagée pour avoir un permis de terrasse. Vous allez avoir le droit maintenant. Super. Magnifique. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Merci à vous. Je donnerais juste indiquer qu'il est 20h20, tout le monde. Alors, on a encore quelques mains levées. Je donnerai la parole à Mme Leduc, Francine Leduc, pour sa question. Allez-y, Mme Leduc, c'est à votre tour. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis avec Serge Bellil, qui est mon compagnon. Nous sommes un couple. On se déplace. Moi, je me déplace en fauteuil motorisé. Et Serge est aveugle complet et utilise une canne blanche. Lorsqu'on se déplace ensemble, notre moyen de se promener ensemble, c'est que Serge se tient, s'agrippe après mes poignées de fauteuil motorisé derrière et c'est à l'œil, lorsque les gens ne perçoivent pas que moi, je bouge avec moi, on pense que c'est lui qui pousse le fauteuil. C'est, comment dire, une illusion d'optique. Alors, on a décidé l'an passé, l'été passé, on était fatigués, on a dit on va faire un petit tour sur le plateau pour se promener, aller prendre l'air sur une des terrasses. Et bien sûr, on n'a rien trouvé parce que ce n'est pas accessible pour nous deux, pour s'asseoir avec le fauteuil et pour Serge qui est aveugle, pour qu'on soit assis un à côté de l'autre pour que moi, je puisse l'aider aussi dans ses mouvements. Donc, c'était pas une bonne idée et c'est ça, il n'y avait pas de place. Et moi aussi, une autre occasion, je me suis présentée dans un restaurant et j'ai mentionné au monsieur qui avait un nouvel emplacement, que j'aimais beaucoup son emplacement, mais que je n'avais pas accès à sa terrasse et qu'il n'était pas en loi. Et il m'a dit, oui, je vous présente mon associé et nous sommes en loi. Je lui ai dit, vous devriez vérifier. Alors, c'est moi qui ai eu la claque en pleine face, là, parce qu'il insistait pour dire qu'il était en loi. Alors, tout ça pour dire, je ne sais pas s'il y a un moyen pour que vous avissiez les terrassiers, c'est ça, qu'ils devraient tous posséder, qu'ils devraient être mis au courant que de ne pas accommoder les personnes handicapées pour
que ça peut leur valoir une poursuite devant la Commission des droits de la personne. Que si moi, je décide que mes droits sont bafoués, qu'ils sont passibles de se retrouver avec une procédure en justice. Et ce serait important de les aviser. Je pense qu'ils ne sont pas au courant. Ils pensent que c'est une blague ou quelque chose comme ça. Comme moi, à un moment donné, je me suis fait retourner de bord, madame, de retourner à vos affaires. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas vrai ce que vous me racontez. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quelle est votre position là-dessus? Merci. Merci. Donc, vous voulez, votre question, elle est à l'effet, est-ce que les terrassiers sont informés? Est-ce qu'ils ne devraient pas tous l'être informés? Voilà. Je pense qu'il y a eu des éléments de réponse qui ont été donnés précédemment par M. Jonca-Hébert. Peut-être juste les repréciser, M. Hébert? Oui. Effectivement, en fond, on va dans les documents de guide qui permettent, dans le fond, de préciser les différentes exigences pour un café-terrasse. Si vous pouvez, dans le cas de la construction écrite, nous donner, par exemple, le numéro de l'article qui exige au niveau légal, on pourrait insérer cet article-là dans le guide. C'est quelque chose qu'on pourrait vous proposer pour vraiment le préciser auprès des commerçants, qu'il y a vraiment une exigence auprès des droits de la personne à respecter pour l'ensemble des commerçants. C'est un peu ce qu'on pourrait peut-être vous proposer. Merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je prendrai les 3 mains levées qui sont celles de Mme Guertin, Stéphanie Guertin, qui est la prochaine à prendre la parole, à poser votre question. Mme Guertin. Oui, bonjour. Dans le fond, c'est ça, c'était au niveau des terrasses, en fait, parce que moi, je suis un restaurant présentement qui a un usage d'épicerie, donc qui va être changé en commerce d'alimentation. Je voulais juste m'assurer d'avoir bien compris, en fait, que, dans le fond, les terrasses ne seraient pas plus... on ne pourra pas plus en avoir là, dans notre nouvel usage de commerce. Et sinon, en fait, je voulais savoir si c'était mieux pour nous de changer notre usage en usage restaurant à la place, étant donné que là, c'est ça, il va y avoir un quota. Donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est mieux de regarder tout de suite, voir... par exemple, sur le quota des 25 restaurants dans notre tronçon, est-ce qu'on devrait voir tout de suite il y en a combien en ce moment, puis commencer les démarches dans ce style-là, ou c'est plutôt ça ma question, en fait? Okay. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est vraiment qu'on donne les usages que vous exploitez. Donc, effectivement, si par rapport à la présentation du projet que vous nous faites, vous êtes vraiment un restaurant, effectivement, vous pouvez vous présenter au comptoir des permis. Et si, par rapport à l'exploitation que vous faites, c'est collé sur la description d'un restaurant, et si le quota le permet, il pourrait avoir un certificat de délivré pour restaurant et qui vous permettrait effectivement d'avoir le café-terrasse. Ce qui est important, c'est ça, c'est de ne pas déguiser un commerce en quelque chose d'autre pour avoir une bonification. Ça ne vous aidera pas parce que lors des inspections, dans le fond, ça va vous rattraper dans le détour. Mais effectivement, si par rapport à votre modèle d'affaires, vous désirez servir de la nourriture aux tables, c'est vraiment ça un restaurant. Vous avez des équipements de cuisson. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir une modification au niveau de votre certificat d'occupation pour coller à la réalité de votre exploitation et par la bande permettre un café-terrasse. En fait, c'est-à-dire que nous, actuellement, c'est sûr, on n'est pas un restaurant, on est vraiment un pour emporter, là, si on veut. On avait vraiment un petit comptoir et tout ça. Donc, ça ne serait pas pour faire du service aux tables. C'est juste que même avec la COVID, on s'entend que je le vois déjà venir cet été, que les gens vont juste vouloir s'asseoir à l'extérieur ou peu importe, prendre des trucs pour emporter. Donc, c'est sûr que la terrasse, ça aurait été vraiment génial de pouvoir en avoir une. Là. On se le fait demander quand même assez fréquemment durant l'été, mais on pouvait seulement avoir un parloir jusqu'à présent. Là. Donc, c'est pour ça ma question, en fait, je voulais savoir. Oui, précision, effectivement, j'ai dit pour service aux tables, mais effectivement, le pour emporter est permis aussi. Donc, c'est plus le fait que vous faites vraiment de la cuisson, vous ne vendez pas, parce qu'épicerie, c'est plus, on vend la sandwich déjà fait dans des réfrigérateurs, par exemple. Oui. Mais si vraiment vous faites de la cuisson d'aliments pour vendre, pour emporter ou sur place, effectivement, si vous répondez aux normes, vous pourriez avoir un restaurant. Pour ça, je vous invite à aller au comptoir des permis, parce que dès maintenant, ils ont la nouvelle réglementation en mai. Donc, ils peuvent, dans le fond, étudier votre situation dès maintenant. D'accord, merci. Merci pour votre question. Juste, je demanderais à Olivier d'expliquer la différence aussi avec café, parce que là, il va y avoir l'usage café aussi.
Donc, peut-être Puis en, que puis ça en peut même temps, répondre. salle de spectacle aussi, parce que je sais que la prochaine question est à cet effet. Oui, le café, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de cuisson d'aliments. Donc, si on prend une chaîne, par exemple, Suncor, Starbucks, ils ont des usines et distribuent par la suite. Si on parle de café indépendant, souvent, ils font affaire des fois avec, par exemple, chez Guillaume pour s'approvisionner en sandwich. Et bien sûr, un café, ça permet, par exemple, un four grille-pain, un micro-ondes, ça va. C'est vraiment des équipements de cuisson commerciaux avec une hotte qu'on ne veut pas dans un café. Pourquoi? C'est au niveau des nuisances. Parce que vu qu'il y a beaucoup de cafés dans l'arrondissement, si on permet à tout le monde d'avoir des équipements de cuisson, au niveau des nuisances, ça a un gros impact. Donc, c'est pour ça qu'on vient distinguer le café du restaurant. Pour salle de spectacle, ça, c'est un élément effectivement qui faisait partie du règlement au début. On a dû sortir un peu des éléments qui concernent les salles de spectacle temporairement. En ce moment, il y a un de mes collègues qui travaille sur une phase 2 du projet de règlement, qui est effectivement pour permettre des assouplissements au niveau, entre autres, des permis d'alcool pour les salles de spectacle, pour se coller à l'exploitation réelle qui se fait aujourd'hui de nos commerces. Je vous invite, là, le moyen le plus simple, c'est de suivre nos médias sociaux, s'abonner à l'infolette de l'arrondissement, puis vous allez voir passer, dans le fond, cette prochaine consultation-là à venir. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond à la question que M. Cardena allait poser? M. Cardena. Bon, si jamais ça vous revient, vous pourrez m'écrire dans le chat. Je prendrai la question de M. Plourde, puis ça nous mène, on est à 20h, presque 20h30. Donc, M. Plourde, je vous inviterai à poser votre question. Puis ensuite, on va aller faire une dernière vérification du chat. Donc, M. Plourde, c'est à vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bon, vous avez sûrement entendu, il y a plusieurs personnes à mobilité réduite qui ont posé des questions. J'en suis une. Personne à mobilité réduite. Et puis, vous entendez probablement dans les propos un certain scepticisme parce que, vous savez, le message que c'est important pour nous et tout, on l'a entendu, mettons, plusieurs fois, et on l'entend encore, et à chaque fois, ça ne s'est jamais avéré respecté. Et puis, dans le passé, c'était aussi simple que d'avoir seulement une table, puis c'était toujours pas respecté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer vraiment qu'il va y avoir une surveillance, que les permis vont être accordés de la façon qu'ils doivent l'être et que ceux qui vont décider de ne pas respecter la réglementation vont se voir refuser? Quelle assurance et quels moyens est-ce qu'on pourrait avoir pour s'assurer que ça va être respecté? En fait, c'est que c'est véritablement des normes. Donc, c'est un règlement qui exige des éléments qui doivent se refléter sur les plans. Si on n'est pas conforme au règlement, nos inspecteurs, c'est clair, il y a des amendes qui sont prévues dans le règlement pour, dans le fond, pénaliser ceux qui ne le respectent pas. Donc, c'est la même chose que, par exemple, on prend un permis pour construire une maison, il y a des normes à respecter. Si l'inspecteur vient, on ne respecte pas, il y a une amende. C'est le même principe pour les cafés-terrasses. Et la grosse différence, c'est que vu qu'on resserre les normes et les exigences pour l'aménagement des cafés-terrasses de domaine privé, il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont être vérifiées, entre autres pour le verdissement, pour justement le mobilier, pour l'activité universelle. Avant, il n'y avait pratiquement rien. Maintenant, il y a beaucoup plus de normes qui vont être prévues, qui sont les mêmes essentiellement qu'il y a sur le domaine public, comme je vous disais, pour faciliter la vie de tout le monde. Donc, cet ensemble de nouvelles normes-là sur le domaine privé, qu'on arrive avec ça sur le domaine public, vont changer la donne au niveau de la conformité des installations. Je vais juste ajouter peut-être une information. Les inspecteurs, ben oui, ils font leur visite puis ils peuvent remarquer un non-respect du règlement. Mais quand il y a une plainte, ben, un inspecteur se déplace. Donc, une façon de s'assurer que le règlement est appliqué, c'est si jamais vous êtes témoin d'une situation qui ne respecte pas le règlement, vous faites une plainte et l'inspecteur va aller appliquer le règlement. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'aurais une dernière question avec M. Jacques Séguin. M. Séguin, je vous invite à poser votre question. Oui, bonsoir. Quelques restaurants du plateau ont des camions de cuisine de rue associés à leur commerce. Est-ce qu'il est prévu un assouplissement de la réglementation pour donner l'accès à l'espace public aux food trucks?
Je pense que je peux aller pour celle-là. Hein? Oui. Oui. Donc, ce n'est pas une question technique. Elle n'est pas, c'est pas prévu dans le règlement. Dans le plateau, on le permet exceptionnellement dans des événements, lors d'événements, donc organisés, parce qu'on privilégie les commerces, les restaurateurs qui ont une place d'affaires, qui ont leur commerce. Donc, il y a déjà beaucoup de cafés, beaucoup de restos. Donc, on est très restrictif sur la présence des food trucks, de la bouffe de rue, justement pour privilégier puis protéger nos restaurateurs. Mais Donc, même pour les prévu de faire. restaurateurs de l'arrondissement qui ont un food truck? On ne vous a pas bien entendu. Pouvez-vous reposer la question? Oui, même pour les restaurants, même si les restaurants qui ont un pignon sur rue dans l'arrondissement et qui ont un food truck, la même politique, c'est la même politique? On n'a pas pris, dans ce règlement-ci, parce que c'est votre question, dans le règlement, il n'y a pas de mesure, on n'a aucune mesure de modification de prévu. Merci. Merci beaucoup, M. Rabouin. Donc, vous aviez posé la question dans le chat, hein, donc c'était la même. Ça a été répondu. À ce moment-là, simplement, j'ai Mme Leduc qui me dit qu'elle a la main levée depuis 45 minutes, mais on ne la voit pas, votre main. Alors, je vous donne la parole, Mme Leduc. Elle a posé sa question tout à l'heure, je crois. Oui, j'ai posé ma question tantôt. OK, c'est bon. C'est beau, c'est parce que ça est apparu dans le chat après. Fait que là, j'ai dit, pour moi, là, une autre question. Donc, très bien, je vous remercie. Alors, on nous demande aussi, est-ce que la rencontre de ce soir va être enregistrée? Donc, on va pouvoir vous donner ces informations-là. Moi, je n'ai plus personne qui a la main levée. Je n'ai plus de questions dans le chat. Les questions auraient été répondues. Madame? M. Provencher qui a la main levée. Oui, M. Provencher, oui. Vous étiez en deuxième tour. Désolé. Allez-y, M. Provencher, une deuxième tour. Est-ce qu'on m'entend? Très bien. OK. En fait, je n'ai pas une question, j'ai une suggestion. Oui. Puisqu'il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que les tenanciers de commerce qui veulent aménager des cafés-terrasses devraient être informés notamment de la Charte des libertés. Tout à l'heure, je pense que c'est M. Hébert-Jonca qui disait si vous pouvez nous donner les articles légaux, je peux déjà vous les donner. Donc, la Charte des droits a un article général sur la question de la discrimination, c'est l'article 10, et l'article 15 vient préciser la question de l'accès public. Donc, ils fonctionnent les deux ensemble. Alors, peut-être que si l'arrondissement, dans ses communications avec les tenanciers de bars et de restaurants, si l'arrondissement souhaite inclure de l'information sur la question de la charte, citer l'article 10 et l'article 15, c'est peut-être une option à envisager. Merci beaucoup pour l'information. Alors, non, à moi, il savait déjà. Oui. Ouais. Donc, merci beaucoup, M. Provencher. Là, il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées, mais là, on avait dit qu'on avait, à moins que ce soit vraiment une question nouvelle pour laquelle on n'a pas déjà répondu. Je peux demander une dernière, M. Boussaïdan. Deuxième round. Rebonsoir. C'est plus une question, c'est vraiment plutôt un remerciement pour tout le travail que tout le monde fait. Simplement pour souligner que c'est bien d'être à l'écoute. C'est un des premiers arrondissements pour avoir entendu plein de tenanciers de bars et de restaurants se plaindre depuis le début de la pandémie. Au nom de l'Association de la Gamme, merci. Merci de nous écouter, d'être très réactifs à nos demandes, et ce, depuis tout le début, tout simplement. Merci. Bon, merci. Vous me permettez de faire la transition pour la fin des questions. Alors, j'ai un M. Dion qui a la main levée. Là, c'est vraiment mon dernier. M. Dion, allez-y. Oui, rebonsoir. Ouais. Ma question s'adresse à l'ensemble du conseil municipal. Dans le fond, ce que je voulais rajouter, c'est au niveau des rampes, il y a des rampes, c'est trop abrupt pour monter en fauteuil roulant. C'est quand même dangereux avec un fauteuil motorisé, qu'il soit manuel ou une personne à marchette. Il faudrait que ça ne soit pas trop incliné. Il faut vérifier au niveau des normes l'inclinaison. Je ne sais pas si quelqu'un y a la norme pour l'inclinaison. Je ne me souviens pas du pourcentage, mais ça doit être respecter l'inclinaison des rampes. Ça devrait être inspecté bien par les inspecteurs. Parce que j'en vois souvent sur mon dossier les terrasses.
à chaque été, je parcours les terrasses du plateau Mont-Royal. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout ça est pris en note. Tout ça est reçu par l'arrondissement. Merci de vos commentaires. J'en profite aussi pour faire le lien avec la suite du processus, pour vous rappeler aussi que vous avez toujours la possibilité de faire des commentaires par la consultation écrite. Puis je vais laisser mon collègue Mathieu vous parler de la suite du processus. Merci, M. Dion. Merci. Merci, Sonia. Donc merci à toutes et tous qui ont participé. Donc, je vous ai, en fait, c'est le même contenu qu'il y avait au début de la présentation. Pour vous rappeler que les prochaines étapes, c'est donc la bonification du projet de règlement à la lumière des commentaires qui ont été recueillis ce soir. Ensuite, il sera adopté en seconde lecture, comme on disait, au Conseil de mars. Ensuite, il y aura un avis public qui le décrira ainsi que le mécanisme d'approbation référendaire, toujours au mois de mars. L'adoption finale sera au mois d'avril. Enfin, pour l'instant, c'est ce qui est prévu comme date. Et puis, l'entrée en vigueur en fin avril ou début mai, toujours une date prévisionnelle. Il y a eu donc la question à savoir est-ce que l'événement de ce soir serait rediffusé. Il sera rediffusé là, sur les médias de l'arrondissement, donc très prochainement. Et puis, ça faisait le tour, je crois. Donc, si vous avez toujours des questions que vous souhaitez adresser en consultation écrite, vous avez l'adresse ici à l'écran. Sinon, il suffit d'aller sur la page de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Et c'est un des items, c'est un des sujets qui sont sur la page d'accueil de l'arrondissement. Donc, voilà. Oh, pardon, excuse-moi, je t'interromps. Ça va. Donc, et j'ai d'ailleurs remis toutes les coordonnées, là, justement, en ce moment même dans le chat pour avoir accès à toutes les informations sur le règlement, l'accès à la consultation écrite et les informations qui s'en suivront. Donc, moi, je vous remercie. J'ai l'opportunité de vous remercier de votre grande participation, de votre grande écoute, de la qualité et de la pertinence de vos questions qui ont été recueillies, qui ont été bien entendues. Et je vous invite de nouveau, si vous avez d'autres commentaires, vraiment à le faire via la consultation écrite. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous, en mon nom et en celui de Mathieu Desborbes et de l'ensemble des représentants de l'arrondissement. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Oui, merci. Bonne soirée, Merci à tout le monde. vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. À bientôt.